Alors aujourd'hui, on va parler du stoïcisme et de ses liens avec la psychologie moderne et plus particulièrement avec la thérapie cognitive comportementale. Bon, donc le stoïcisme et la TCC, c'est un gros morceau. C'est toujours difficile d'aborder un grand courant philosophique comme celui-là et ses applications contemporaines parce que la question, c'est de savoir par quel bout le prendre. Alors on va partir de quelques citations d'Épictète et de Chrysippe. Je donnerai des exemples de mémoire parce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Je préfère improviser, donner des pistes et puis ensuite chacun prend ce qu'il a envie de prendre et poursuit ses recherches. N'oubliez pas que quand on dit que le stoïcisme est la base de la thérapie cognitive, ça a l'air totalement évident et banal, mais en fait c'est pas si évident que ça que ce soit évident. Alors je vais partir d'une première citation à laquelle on fait souvent référence pour résumer le stoïcisme. Épictète nous dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous ». Bon, d'accord, ça a l'air totalement banal, dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que nous dit Épictète, c'est que nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions, tout ça, ça dépend de nous. Mais les événements extérieurs, le corps, la réputation, les possessions, ça ne dépend pas de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose dépend de nous? Je vais prendre l'exemple de mon voisin qui fait du bruit à 3 heures du matin. Le fait qu'il fasse du bruit, ça ne dépend pas de moi. Par contre, le jugement que je porte sur cette situation, c'est insupportable. Il me gâche la vie. Quel manque de respect. Ça dépend entièrement de moi. Et c'est exactement là qu'on retrouve le principe central de la thérapie cognitive comportementale. Aaron Beck, qui a développé la TCC dans les années 60, nous dit la même chose. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, ce sont nos pensées sur ces événements. D'accord? Bon, alors maintenant qu'on a posé ce principe de base, on va creuser un petit peu plus. Chrysippe, en grec, ça se dit chrysippos, qui vient de chrysos, l'or, et hippos, le cheval. Chrysippe, donc, nous explique que nous avons des impressions qui nous arrivent du monde extérieur et que nous avons le choix de donner ou pas notre assentiment à ces impressions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est par exemple, je me cogne contre une table. L'impression, c'est la douleur physique, mais mon assentiment, c'est quand je me dis « quelle table stupide » ou « je suis vraiment maladroit » ou « décidément, rien ne va aujourd'hui ». Vous voyez la nuance? Et là, tumeur, c'est exactement ce que Beck appelle les pensées automatiques. En thérapie cognitive, on apprend aux patients à identifier ces pensées qui surgissent spontanément après un événement et à examiner si ces pensées sont rationnelles ou pas. Alors évidemment, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui nous demande de contrôler nos pensées à longueur de journée? C'est légitime de se dire ça, on a l'impression que c'est épuisant, qu'il faut être dans un contrôle permanent de soi. Oui et non, en fait, ce que nous disent les stoïciens, c'est qu'au début, ça demande un effort, mais qu'avec la pratique, ça devient naturel. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tu réfléchis à tout, après ça devient automatique. Et c'est là qu'on commence à s'approcher un petit peu plus du noyau de ce qui lie stoïcisme et psychologie moderne. Les thérapeutes cognitifs utilisent des techniques qui ressemblent étrangement aux exercices stoïciens. Premier exemple, la restructuration cognitive. En TCC, quand un patient dit « tout va mal dans ma vie », le thérapeute lui demande « est-ce que tout va vraiment mal ou est-ce qu'il y a des domaines qui vont bien ?» C'est exactement ce que Marc Aurèle appelle « analyser ses représentations ». Deuxième exemple, l'exposition progressive. En thérapie comportementale, on expose graduellement le patient à ce qu'il craint pour diminuer son anxiété. Eh bien, les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, imaginer à l'avance les malheurs possibles pour mieux s'y préparer. Sénèque nous dit « Chaque jour meurs-tu un peu, non pas pour être morbide, mais pour relativiser nos peurs ». Alors là, évidemment, vous allez me dire « Mais cette philosophie est déprimante, toujours penser au pire, contrôler ses émotions, c'est de la répression ». Et c'est là qu'il faut être précis sur ce que nous disent vraiment les stoïciens. Le stoïcisme ne dit pas « il faut être insensible ». Le mot grec « apatheia », apathéia, qui veut dire absence de passion, ne signifie pas absence d'émotion. Ça signifie ne pas être esclave de ses émotions, nuance fondamentale. Un sage stoïcien peut être triste quand son ami meurt, mais il ne va pas se dire que cette tristesse va durer éternellement ou qu'elle va ruiner sa vie.
Pour bien comprendre cette approche, imaginez que vous êtes jardinier, vous ne contrôlez pas la météo, vous ne contrôlez pas les parasites, vous ne contrôlez pas la qualité de la terre que vous avez héritée, mais vous contrôlez quelles graines vous plantez, comment vous arrosez, quand vous taillez. Vos pensées, c'est pareil, vous ne contrôlez pas les impressions qui vous arrivent, votre patron vous engueule, votre train est en retard, votre copain vous fait la gueule, mais vous contrôlez quelles graines mentales vous allez cultiver à partir de ces événements. Est-ce que vous allez planter « je suis nul »,« la vie est injuste »,« tout va mal » ou est-ce que vous allez planter « c'est temporaire »,« je peux apprendre de cette situation »,« ce n'est qu'un aspect de ma vie ». En TCC, on appelle ça les cognitions alternatives. En stoïcisme, on appelle ça exercer son jugement. Même combat, d'accord? Bon, alors maintenant, si vous avez bien suivi, vous allez me dire « mais cette approche n'est-elle pas un peu froide? N'y a-t-il pas des situations où il est légitime d'être en colère, triste, révolté ?» Excellente question. Et c'est là que la nuance est importante. Ni les stoïciens ni les thérapeutes cognitifs ne disent qu'il faut nier la réalité ou accepter l'inacceptable. Épictète lui-même était esclave et il savait ce que c'était que l'injustice. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut distinguer deux choses. L'émotion initiale, qui est naturelle et humaine, et l'amplification qu'on y ajoute par nos jugements. Si vous apprenez que votre entreprise ferme, c'est normal d'être inquiet, mais si vous ajoutez « je ne retrouverai jamais de travail, à mon âge c'est foutu, ma vie est fichu », là, vous amplifiez votre souffrance inutilement. En fait, pour le dire autrement, le stoïcisme et la TCC nous apprennent à faire la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est inévitable. On perd des gens qu'on aime, on échoue parfois, on tombe malade. La souffrance, c'est ce qu'on ajoute à cette douleur par nos interprétations catastrophiques. Alors, stoïcisme qui vient du grec stoa, la colonnade, le portique où enseignait Zénon, et thérapie, thérapeia en grec, qui veut dire soin, service. Donc, quand on dit que le stoïcisme est thérapeutique, on ne fait pas de la métaphore, on fait de l'étymologie. Les stoïciens voyaient vraiment la philosophie comme un soin de l'âme. Évidemment, on pourra toujours répondre que comparer une école philosophique antique et une thérapie moderne, c'est aller un peu vite. C'est légitime. Mais regardez les faits, la TCC intègre des exercices de méditation, mindfulness, des techniques de relativisation, des pratiques de gratitude. Tout ça, c'est dans les stoïciens depuis 2000 ans. Et c'est là qu'on voit que cette convergence n'est pas un hasard. Dans notre époque d'anxiété généralisée, de burn-out, de dépression, nous avons besoin d'outils pour réguler nos émotions et clarifier nos pensées. Le stoïcisme offre un cadre philosophique, la TCC offre une méthode clinique. Mais les deux répondent au même besoin fondamental. Plus exactement, tous les deux nous disent « Vous n'êtes pas condamné à subir vos pensées et vos émotions. Vous pouvez développer ce que les psychologues appellent la flexibilité cognitive et ce que Épictète appelait la liberté intérieure. » Essayez d'imaginer, vous êtes coincé dans les embouteillages, vous allez être en retard à un rendez-vous important. Approche spontanée, c'est catastrophique. Ils vont mal me juger, je rate tout dans ma vie. Approche stoïcienne, cognitive, c'est contrariant, mais ça arrive. Je vais prévenir de mon retard et faire ce que je peux. Donc ce que nous disent les stoïciens et les thérapeutes cognitifs, c'est finalement la même chose. Nous sommes libres dans nos jugements, même quand nous ne sommes pas libres dans nos circonstances. C'est peut-être ça la modernité du stoïcisme, nous offrir des outils pratiques pour notre époque stressée. Bon, évidemment, je vous avais prévenu qu'on allait dire des évidences, mais comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est la façon dont tu le prends. En 2025, avec nos smartphones, nos réseaux sociaux et nos vies surchargées, cette phrase prend tout son sens. N'oubliez pas que la philosophie, c'est d'abord un art de vivre. Et la psychologie moderne, quand elle est bien faite, c'est aussi un art de vivre. Alors pourquoi ne pas puiser dans les deux? Voilà, j'espère que ça vous donne envie de creuser ces liens fascinants entre sagesse antique et sciences contemporaines. Et surtout, n'hésitez pas à tester ces idées dans votre quotidien, c'est là que ça devient intéressant.